C'est de la betterave. Bonjour à tous et bienvenue dans Va des Rétros. Vous connaissez la différence entre un bon vivant et un cannibale? Eh ben le bon vivant il mange les frites avec les doigts, et le cannibale... Aujourd'hui on parle de cannibale. Ça peut paraître anecdotique, mais les cannibales au cinéma sont plus présents qu'on ne le croit. Outre les films d'horreur les plus archétypaux tels que Cannibal Holocaust ou la série des Hannibal, le cinéma est riche en anthropophages en tout genre, de toutes les sortes et de toutes les couleurs. Un bel exemple de diversité culturelle. Ou pas. Mais en quoi les cannibales au cinéma peuvent-ils nous intéresser? Eh bien, le cannibalisme est une symbolique forte, qui couvre de nombreuses problématiques humaines. Plus qu'un sujet d'horreur, on peut évoquer la question de la désacralisation, de l'hérésie, questionner la déshumanisation, critiquer nos idéaux, et même, de temps à autre, discuter gastronomie. Parce que la gastronomie c'est... Ben non. Personnellement, je n'ai aucun intérêt pour le cannibale sauvage, représenté dans les films d'exploitation gore italiens des années 70 et inspiré des zombies du cinéma de George A. Romero, et qui consiste généralement à laisser des figurants à moitié à poil et tartinés de maquillage se faire un gueuleton d'intestin face à un caméraman défoncé à la javel. C'est dégueulasse, vulgaire et filmé avec le cul. Voilà, je vous ai mis des images de Maïté pour faire moins répugnant, mais finalement, c'est tout comme. Non, ce qui m'intéresse, c'est le cannibale civilisé et presque normalisé. Celui qui reflète le monstre humain, caché des yeux du monde. Qui se rapproche le plus des ghouls, ogres et vampires des contes qui nous terrorisent, qui nous hantent, qui nous répugnent, mais qui aussi, parfois, inévitablement, nous fascinent. Alors sortez vos bavoirs et votre plus belle argenterie, car aujourd'hui on s'attaque à une pièce saignante et riche en saveurs, Ravnus. Ravnus, ou Vorace en français, est un film d'horreur américain sorti le 19 mars 1999 aux États-Unis et le 7 juillet la même année en France, réalisé par Antonia Bird, une réalisatrice et productrice de télévision britannique qui a démarré sa carrière en réalisant des épisodes de feuilletons anglophones. Militante et engagée, Antonia Bird recherchait constamment la vérité dans le regard de ses personnages, pour la transposer avec empathie dans les projets qu'on lui a confiés, et avec une terrible justesse. C'est assez fort pour être dit car elle a non seulement réussi à utiliser son art pour parler de ses idéaux, mais elle a aussi su donner à des soap-opéras une vraie profondeur, à une époque où les séries n'avaient pas encore le succès et l'audience qu'elles suscitent aujourd'hui. Elle a, tout au long de sa carrière, réalisé une collection de téléfilms traitant de sujets originaux et surtout controversés, avec notamment Safe en 1993, abordant la vie des sans-abri en Angleterre, Care, diffusé en 2000, sur la pédophilie en maison de redressement, Rehab en 2003 qui parle de l'alcoolisme et de la drogue, The Hamburg Cell en 2004 qui aborde les attentats du 11 septembre du point de vue des terroristes, Crackers en 2006 qui retrace la création des biscuits salés appréciés des petits et des grands. Non, je déconne, c'est un film sur un tueur en série. Bref, des téléfilms durs qui dévoilent des réalités sans filtre et dont on sort rarement indemne, et je dois avouer que c'est ce qui font leur force. Côté cinéma, elle réalise tout d'abord Priest en 1994, un puissant drame qui dénonce les injustices au sein de l'Église et qui replace les dilemmes des prêtres face à leur foi. Mad Love a marqué ses débuts difficiles à Hollywood l'année suivante, car elle s'est retrouvée comme beaucoup d'autres coincée dans la machine hollywoodienne, qui a recyclé les ambitions matures de la réalisatrice de faire un drame traitant du trouble de la personnalité borderline, pour en faire une comédie romantique tout public, et qui, en conséquence, s'est fait défoncer par les critiques. Son avant-dernier film, Face, un excellent film de braquage et anticapitaliste, lui donne un nouveau souffle. Antonia Bird était une réalisatrice brute de décoffrage qui s'est battue toute sa vie pour aboutir ses projets, sans sacrifier sa vision du cinéma, ni censurer les sujets qui lui tenaient à cœur, et qu'elle savait maîtriser avec justesse. Elle était l'un des vétérans du milieu qui a su capter ses acteurs, honorer ses scénaristes et marquer les mémoires des gens qui ont croisé sa route. Et oui, j'emploie Antonia Bird au passé, car elle nous a quittés en 2013, peu de temps après avoir été diagnostiquée d'un cancer. Pour les intéressés, je vous recommande très fortement le documentaire EastEnders to Hollywood, qui retrace sa vie, sa carrière et ses combats pour défendre son style artistique et ses idéaux. Et j'ai un sincère plaisir à vous la recommander. Ne serait-ce que pour faire perdurer son regard à travers le vôtre, et pour faire honneur à son art. Ces films ont toujours su me prendre aux tripes et faire vibrer ma corde sensible. Et en parlant de tripes, retournons à Ravnus. C'est la plus belle transition que j'ai jamais faite. Ravnus donc, son tout dernier film, marque l'ingéniosité de la réalisatrice, contactée en urgence en plein milieu du tournage pour reprendre les rênes laissées par le réalisateur Milko Mankiewski, et qui, avec seulement une semaine de préparation... Alors dans le milieu, une semaine de prépa pour un film, on appelle ça que dalle. Mais qui est parvenu à redonner vie à un projet presque mort-né, qui a certes été un échec commercial et critique, mais auquel je tiens à faire honneur dans cet épisode, car ce film est,
pour ne rien vous cacher, un de mes grands favoris. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un échec pour en apprécier un autre. Ok, qui a écrit ça? Notez également que le scénario est de Ted Griffin, auteur à qui l'on doit le script du très bon Ocean's 11 de Steven Soderbergh, mais aussi de l'excellent et très étrangement trop peu connu Matchstick Men, ou Les Associés en français, que je vous recommande fortement, une superbe comédie d'arnaqueur avec Nicolas Cage, Sam Rockwell et Alison Lohman. Et oui, de temps en temps, je vous recommande aussi de bons films. Ok, le prochain qui bidouille mon script, je lui prends la température avec un cactus. L'histoire prend place en pleine guerre américano-mexicaine et suit le capitaine John Boyd, interprété par Guy Pearce. Excellent acteur connu pour des chefs-d'œuvre comme Memento de Christopher Nolan, mais que je vous conseille aussi dans les excellents westerns The Proposition, ou encore Des Hommes sans loi, d'excellents thrillers de John Hillcoat. Et je vous le reconseille par derrière dans Memento. Vous avez pigé la blague c'est parce que c'est une blague sur le mémoire à court terme. Merci. On découvre que Boyd, pris de terreur en plein champ de bataille, se retrouve à faire le mort. Alors qu'il se réveille sous ses compatriotes, qui font le mort eux aussi, mais vachement mieux, il parvient à prendre le contrôle du poste de commandement ennemi. Après cet acte de lâcheté, de bravoure, d'opossum, Boyd est muté dans un fort au Sierra Nevada en Californie. On y découvre la grande équipe de notre film, composée de... Le colonel Hart, joué par Jeffrey Jones, connu pour tout plein de super films dont Sleepy Hollow, Beetlejuice et La folle journée de Ferris Bueller, Toffler, joué par Jeremy Davis, connu dans Il faut sauver le soldat Ryan, mais que je vous conseille dans le surprenant $1 Million Hotel, avec Mel Gibson, Mila Jovovich et un caméo de Tim Roth, le soldat Reich, joué par Neil McDonough, connu pour tout plein de séries mais qui se démarque surtout dans ce film, Cleaves, joué par David Arquette, connu pour jouer le sympathique flic dans la série de films Scream, mais que je vous conseille dans Darwin Awards, avec Joseph Fiennes et Winona Ryder, Winona épouse-moi, Major Knox, joué par Steven Spinella qui joue un policier qui tient un verre d'eau dans Rubber, et Martha, joué par Sheila Tousey qui apparaît dans le chouette et barré Lords of Illusions de Clive Barker, ainsi que son frère George, joué par Joseph Running Fox, qui joue dans... Donc, en résumé, on a un intellectuel, un fanatique, un sociopathe, un drogué, un alcoolo et 2 Indiens d'Amérique. Dans le langage cinématographique, on appelle ça un breakfast club californien. Oh mon dieu, cette blague a beaucoup trop de couches. Alors que Boyd s'accoutume à sa nouvelle vie, lui et sa fine équipe recueillent un soir un individu dévoré par le froid. Le mystérieux visiteur est joué par Robert Carlyle, l'acteur fétiche d'Antonia Bird qui joue dans presque tous ses films et qui pète trop la méga classe, très connu notamment pour l'hilarante comédie The Full Monty, un classique de la comédie anglaise, et aussi dans le rôle du frappadingue Begbie dans le film culte de Danny Boyle, Trainspotting. Et il a fait une pub en plan séquence trop cool pour le whisky Johnny Walker, dont voici le meilleur extrait. Le visiteur, donc, un pieux marchand nommé Colhoun, leur explique qu'il a survécu 3 mois sans nourriture. I'm sorry, but you did say no food for 3 months. I said no food. I didn't say there was nothing to eat. Il a dû passer 3 mois en Angleterre. Colhoun faisait partie d'une garnison de voyage guidée par le mystérieux colonel Ives, et dont je ne vais pas révéler l'identité pour des raisons de spoil. D'ailleurs, si ma review vous donne envie de regarder ce film, ce qui est quand même le but premier, je vous conseille d'éviter toute bande-annonce, car elle spoil sans aucune pitié le dénouement du film. Colhoun raconte que lui et son équipe se sont retrouvés perdus en pleine montagne, et qu'à l'arrivée d'une tempête, ils se sont réfugiés dans une caverne. La tempête n'en finissant pas, ils épuisent toutes leurs vivres, et, toujours affamés, s'en retrouvent, inévitablement, à commettre l'irréparable. Bouffer leur pompe. Ah, j'ai pas été choqué comme ça depuis la ruée vers l'or. Ah, et ils mangent aussi le cadavre d'un des marchands morts. Mais le colonel Ives, lui, ne s'arrête pas là, et commence à tuer les autres personnes pour étendre ses connaissances culinaires. Colhoun, craignant pour sa vie, finit par s'enfuir, et parvient à se rendre à Fort Spencer. Sachant qu'il reste quelques possibles victimes, le colonel Hart monte une équipe de sauvetage pour se rendre à la fameuse cave, où les attendent d'éventuels survivants, mais également un dangereux cannibale. Enfin, un dangereux cannibale. Qu'on se le dise, un cannibale c'est comme un taxi sans licence au Brésil. C'est forcément dangereux. L'origine de Ravenous est inspirée de la tragique histoire du passage de Donner. En 1847, un groupe d'immigrants en route vers la Californie se retrouva bloqué par la neige, dans un coin perdu et difficilement accessible. Après avoir épuisé leurs réserves de nourriture et avoir mangé tous les vêtements et autres fournitures consommables, les immigrants étaient réduits à dévorer les cadavres de ceux qui n'avaient pas survécu. Ah mais c'est de là que ça vient, mange tes morts. C'est cool. Enfin, pas vraiment. Mais c'est marrant. Non, pas vraiment non plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est toujours les gitans qui ont les meilleures insultes. Ted Griffin, le scénariste, ne tenait pas à réduire son histoire aux horreurs que l'homme peut commettre dans un désir de survie. L'acte d'anthropophagie tourne autour de problématiques plus complexes. Dépasser les limites de sa propre volonté, de ses interdits moraux.
Mais le challenge fut également de réussir à utiliser un sujet aussi sombre et morose, tout en faisant un film riche en surprises et fort en adrénaline. Car l'un des grands atouts du film réside dans son rythme effréné et justement l'adrénaline provoquée par certaines scènes. Ravenous ne s'arrête jamais vraiment. Entre les scènes d'action, l'ambiance très particulière qui habite le fort et la tension entre les personnages. Le rythme du film est joyeusement frénétique, au point que même les scènes les plus moroses arrivent à être savoureuses. Mais cela est également dû, en grande partie, à la bande originale du film. Composée par le musicien et chanteur Damon Albarn, déjà, connu surtout pour avoir fondé, chanté et joué dans les groupes Blur et Gorillaz, rien que ça, et notamment composé la musique de la seule bonne séquence du film Lucy, Le générique de fin. et il joue Jason dans Face d'Antonia Bird. Pour Ravenous, Albarn a été assisté par Michael Nyman, compositeur de bandes originales de chefs-d'œuvre à voir et à revoir comme La leçon de piano, Gattaca, Le roi des aulnes, et même le film Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, qui contient une scène de cannibal. Les deux artistes ont su participer à l'ambiance si particulière et mystérieusement barrée du film en composant les musiques avec des distorsions rythmiques et mélodiques et des effets de dissonance en boucle musicale. La première musique du film, par exemple, intitulée Hail Columbia and Noise Off, est en fait un hymne patriotique du même nom, mais joué par une équipe d'artistes musiciens complètement amateurs, assemblés par Nyman, dont l'interprétation grinçante et presque fausse accentue l'étrangeté du film. D'ailleurs, des samples, c'est-à-dire des portions de cette même bande originale, ont été repris dans d'autres films, tels que Magnolia et Hard Eight de Paul Thomas Anderson, que je vous recommande par la même occasion, et même un extrait au banjo dans le film Hostel d'Eli Roth, que je ne vous recommande pas. C'est la pire vidéo promotionnelle sur la Slovaquie que j'ai jamais vue. Quoi qu'il en soit, cette soundtrack souligne habilement autant les scènes de tension, d'action, que le ton grotesque et satirique de certains passages. Car le film mixe les genres et les humeurs. Ravenous est à la fois un western, une comédie noire grotesque, un thriller, un film d'horreur, et même un film fantastique, car il aborde le cannibalisme comme une forme de malédiction, un acte qui transforme l'homme de façon inéluctable. Une malédiction connectée à une double représentation du cannibale dans le film. La première représentation évoquée est celle de George, l'Amérindien, qui révèle à Boyd la malédiction du Wendigo, ou selon les dialectes Windigo, ou encore Windago, ou Windiga, ou Witiko. Bon, pour pas faire de fâché, je vais l'appeler Albert. Albert est une créature surnaturelle issue de la mythologie des Amérindiens algonquiens du Canada, représenté comme un monstre anthropophage autrefois humain, maudit pour avoir mangé de la chair humaine, et qui, en dévorant ses victimes, ne vole pas seulement leur corps, mais aussi leur âme et leur force. Cette légende évoque évidemment le tabou du cannibalisme, mais aussi plus généralement les péchés de gourmandise, d'avarice et autres excès de l'homme dus à son égoïsme. Comme dans le film, Albert est condamné à ne jamais être rassasié. Ou comme on dit, subvenir à ses fins. C'est d'ailleurs pour ça que les représentations physiques d'Albert sont généralement un corps décharné, déformé, évoquant les déformations physiques du corps humain en cas de famine. Ah, il y a aussi celle-là. Est-ce que vous savez ce que c'est le plat national du cannibale? Le croque-monsieur! Mais une autre représentation, celle du Cannibal Ives, est évoquée dans le film, celle de la Manifest Destiny. La Manifest Destiny, ou la Destinée Manifeste en français, représente une idéologie de la culture américaine dans laquelle les habitants de la Nouvelle-Angleterre se considéraient comme des élus choisis par Dieu, chargés de répandre leur foi messianique à travers les États-Unis, imposant du même coup leur politique et leur culture. Le film représente donc le cannibale sous ces deux aspects, ce qui est joyeusement ironique quand on y pense, car d'un côté on a un colon qui justifie dans un pseudo-idéal de justice sa prise de pouvoir et de territoire, et de l'autre on a l'Amérindien, le natif, dépossédé de ses terres et de ses croyances par le monstre voleur d'âme, l'inhumain qui ne respecte rien, qui ne peut que prendre et ne jamais donner. Une autre dualité subsiste entre Boyd et Ives, tous deux confrontés à la problématique du cannibalisme. Ives représente le plaisir au prix de l'âme, l'abandon total de l'humanité au profit de la satisfaction personnelle, qui pour lui s'avère être de la pure logique humaine. Boyd en contrepartie représente la moralité, la recherche de rédemption, de sacrifice. On se demande tout au long du film si son état traumatique et sa culpabilité sont connectés à la légende du Wendigo, car il ne faut pas oublier que s'il a trouvé la force de s'extirper des cadavres de ses collègues qui le piégeaient au début du film, c'était après que le sang de ces hommes ait coulé dans sa gorge. Même si le cannibalisme est un choix, certains s'y retrouvent confrontés plus violemment que d'autres. Ah, d'ailleurs. Oh merde, ça fait que 6 heures que Bunch nous poursuit et toi tu manges déjà de la chair humaine? Mais comme tous les films que je vous recommande, Ravenous reste une de mes grandes suggestions, non pas seulement pour les problématiques qu'il aborde, mais aussi et même surtout pour le plaisir que son visionnage procure. Et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bonne soirée et bonne séance. Ah là là, monsieur Killjoy, c'est vraiment super ce que vous faites. Mais non, vraiment. Oui si,
C'est vraiment incroyable. Vous en avez dans le crâne et vous me faites perdre la tête. Ah vraiment? Mais oui, il faut que vous continuiez. Et il faut que les gens s'adonnent et partagent la vidéo et mettent un pouce bleu. Un pouce bleu.